Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Sabine Sessou d'Afrique Magazine. Et à la une d'Afrique Magazine, de la dernière édition, la RD Congo, l'avenir suspendu, l'avenir politique bien sûr de ce pays. Afrique Presse est aussi avec Denise Epoté de TV5 Monde et Johan Tilioun du site Le Monde Afrique. Autour de 3 sujets cette semaine, au Congo-Kinshasa, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, choisi par les forces dissidentes du G7 comme candidat à la prochaine présidentielle. Les Panama Papers des Africains sont cités dans ce scandale de circuits financiers internationaux en eau trouble. Et puis en Afrique du Sud, Jacob Zuma admet avoir puisé abusivement dans les deniers publics, mais refuse de démissionner. Alors d'abord le Congo-Kinshasa, Denise, où la plateforme du G7 des forces politiques en rupture de banc avec le pouvoir de Joseph Kabila apporte son soutien, cette plateforme, à la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine élection présidentielle. Le scrutin devrait en principe se tenir à la fin de l'année. L'homme d'affaires et ex-gouverneur du Katanga n'a pas encore confirmé sa candidature, mais son entourage laisse entendre qu'il va y aller. Oui, mais c'est un secret de polichinelle. Je pense que Moïse Katumbi a envie d'aller à cette présidentielle. Ce soutien que lui apporte le G7 est très bien. Ça lui donne une base politique puisqu'il avait démissionné du parti au pouvoir. Et on sait que depuis de nombreux mois, il a engagé des négociations avec l'UDPS d'Etienne Tshisekedi qui n'ont toujours pas abouti parce que, comme on dit, le vieux lion de Limité n'a pas renoncé à se présenter. L'autre à 83 ans. À 83 ans. Et puis, il a son état de santé assez fragile. L'autre atout de Moïse Katumbi pour cette présidentielle, c'est les relations qu'il a tissées du temps où il était gouverneur du Katanga avec tous les pays de la sous-région, le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud aussi un peu, en plus de la proximité géographique, parce qu'il faut savoir que le Katanga, la majorité des échanges au Katanga se fait avec tous ces pays-là. En plus de la proximité géographique, il y a aussi la proximité linguistique, puisque le Katanga est la seule province de la RDC à être swahilophone, comme les pays de la sous-région. Le troisième atout, il est financier, je crois, parce que Moïse Katumbi est considéré comme le fils adoptif du plus katangais des Belges, qui est Georges Forest. À tous les deux, il comptabilise pratiquement, il contrôle 90% de l'économie de cette province. Économie minière. Économie minière. Et qui dit Georges Forest, dit Bruxelles, un soutien qui avait été décisif pour pour Joseph Kabila en 2006 face à Jean-Pierre Bemba. Et puis enfin, on ne peut pas négliger la popularité que Katumbi a acquise en président de son équipe de football, le tout-puissant Mazembe. Donc, tous les atouts sont pour lui. La seule inconnue, c'est la date du scrutin. Alors, Johan Katumbi devra donc, c'est sa volonté, fédérer l'opposition. Alors, cela va de Vital Kamerhe au parti hérité de Jean-Pierre Bemba, qui purge sa peine, en tout cas, qui n'a pas encore d'ailleurs été prononcée, qui est toujours détenu à la CPI, à la Haye. Donc, il faut aussi que Etienne Tshisekedi éventuellement se rallie à lui. Est-ce qu'un tel front commun est envisageable? Un front commun, évidemment, contre les alliés de Kabila. Bon, on va le voir, je pense, dans les prochains mois, mais on peut, sans prendre trop de risques, prédire des querelles de leadership entre certains leaders de cette opposition ou leaders ralliés à l'opposition, donc des anciens, comme l'a dit Denise, du PPRD. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, on semble... Avec Vital Kamerhe, ça semble plutôt bien se passer. Vital Kamerhe est très influent à l'Est. Il avait d'ailleurs fait la campagne pour Joseph Kabila dans cette région d'où il est originaire. Maintenant, on va voir à l'Ouest si le MLC de Bemba semble soutenir cette initiative. Maintenant, comme l'a dit Denise, effectivement, il y a ce point d'interrogation vis-à-vis de l'UDPS de M. Tshisekedi. Et finalement, on a l'impression que Moïse Katumbi peut avoir à affronter aussi les gens de l'opposition. D'accord. Sabine ? C'est pas tellement mon analyse parce que je pense qu'il y a un enjeu vraiment crucial au Congo dont les Congolais sont vraiment très conscients aussi. Et ça se dessine plutôt pas mal pour Moïse Katumbi qui est en ce moment à Bruxelles et qui parle avec Etienne Tshisekedi. Ça se passe bien. Et il est en train de construire ce front de l'opposition en rappelant à tout le monde que l'enjeu, c'est pas tellement qui est le chef, mais il faut respecter la Constitution. C'est un cap tellement important
que le message de Katumbi est assez clair. Et je ne pense pas que les querelles politiciennes soient plus importantes que l'enjeu en tant que tel. Parce que ce qui se présente au Congo, c'est soit une alternance, enfin, ou une crise encore majeure que personne ne veut. Donc, que personne ne veut. Et bon. Alors, on a le sentiment quand même, Denise, que ce glissement est inévitable, c'est-à-dire le changement du calendrier électoral, puisque la commission électorale a annoncé déjà la couleur, hein, son patron depuis Washington, et malgré les appels de l'ONU à respecter la Constitution, l'ONU dont la mission a été reconduite au Congo-Kinshasa pour veiller sans doute à ces élections, on a l'impression que la marge de manœuvre de l'opposition reste quand même limitée. Que peut faire l'opposition s'il y a un glissement du calendrier électoral? Il faut dire aussi que l'opposition, elle, comme le rappelait Sabine, s'appuie sur la Constitution de 2011, qui est quand même, de 2006, qui est quand même très claire. Kabila n'a pas le droit de modifier cette Constitution. Bon, aujourd'hui, il peut passer en force, ça c'est clair. Il fait la sourde oreille depuis plusieurs mois et il s'inspire peut-être de l'exemple burundais ou rwandais à côté ou même congolais. Congo-Brazzaville. Ou Congo-Brazzaville récemment. Mais je crois qu'il faut aussi pouvoir compter sur cette jeunesse. Peut-être pas aussi bien organisée que l'était le ballet citoyen au Burkina Faso, mais les Filimbi et Lucha sont quand même décidés à peser sur ce calendrier-là. Sabine? Oui, et je crois que ce qui se passe au Congo-Brazzaville en ce moment donne aussi un signe clair à l'autre rive du fleuve, c'est-à-dire qu'il y a un tel ras-le-bol qu'il y a des choses qui ne vont plus être possibles en Afrique. Il y a 15 pays sur 54 qui reculent alors que tous les autres avancent. Ces 15 pays, pour la plupart, sont en Afrique centrale. Et l'exemple du Burkina est là pour rappeler que le contre-exemple du Burundi n'est pas la règle. L'Afrique centrale semble quand même assez piétinée, hein, Johan, de ce point de vue-là, concernant les alternances. Oui, le Congo-Brazzaville a démontré qu'il pouvait même innover pour passer finalement, pour rester au pouvoir, avec une coupure d'Internet, une persécution, etc., et à révéler une certaine brutalité. Donc effectivement, et comme on voit en RDC, on a une jeunesse activiste qui est tout de même mise en difficulté. Certains disent persécutés, en tout cas arrêtés, interceptés, etc. Donc il y a quand même une volonté de museler une jeunesse qui semble exaspérée et n'en peut plus. Voilà. On passe aux Panama Papers, des révélations sur des circuits financiers offshore dont le centre de gravité est un cabinet d'avocats, le cabinet Mossack et Fonseca, basé à Panama. Ce scandale planétaire fait apparaître des noms d'Africains que je vous propose de découvrir avec May Valo de TV5 Monde. Abdeslam Bouchouareb, Emmanuel Ndaïro, Jean-Claude Enda Amechi, Denis Christelle Sassou Nguesso, Désiré Kabila Kyungu ou encore Mamadi Touré, pour ne citer que, tous ces noms figurent dans le scandale du Panama Papers. Selon l'enquête inédite sur le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux, le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a détenu une société établie au Panama. L'ex-conseiller à la sécurité du président rwandais Paul Kagame et ex-patron des services de renseignement, le général Emmanuel Ndaïro, figure aussi dans les fichiers de la Mossack Fonseca. La société offshore dont il aurait été le directeur a été enregistrée aux îles Vierges britanniques à la fin des années 80, mais désactivée en 2010. Autre conseiller de chef d'État, Jean-Claude Enda Amechi, le nom du banquier ivoirien très proche de Laurent Gbagbo, apparaît en 2006 dans les fichiers de la firme panaméenne à travers une société offshore basée aux Seychelles. Si aucun chef d'État africain en exercice n'est personnellement cité, des proches de certains dirigeants en revanche le sont, comme le fils de l'actuel président congolais Denis Sassou Nguesso. Le nom de l'homme d'affaires et homme politique apparaît dès les années 90. Surnommé Kiki le pétrolier à Brazzaville, il aurait créé une société domiciliée aux îles Vierges. Du côté de l'autre Congo, c'est la sœur jumelle du chef d'État qui est citée. Jainette Désiré Kabila Kyungu apparaît comme une cliente de Mossack Fonseca. Enfin, la veuve de l'ancien chef d'État guinéen Lansana Conté, déjà citée dans une affaire de corruption, est aujourd'hui éclaboussée par ce nouveau scandale. D'autres personnalités africaines sont épinglées, telles que le fils de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kojo Annan, le ministre angolais du pétrole ou encore l'homme d'affaires sénégalais, Pape Mamadou Pouye, arrêté en avril 2013 avec Karim Wade et condamné à 5 ans de prison pour complicité d'enrichissement illégal.
Voilà, je rappelle que ce sont quelques 109 médias répartis dans 76 pays qui ont participé à ce scoop planétaire. Joanne Tilioun, vous avez participé à l'enquête au sein de la rédaction du journal Le Monde en France. On va d'abord s'arrêter sur l'implication donc des clans Sassou Nguesso au pouvoir depuis des lustres au Congo-Brazzaville, et puis des Kabila qui cherchent, comme on vient de le dire d'ailleurs dans le premier sujet, qui cherchent à s'éterniser au pouvoir en RDC. Des clans familiaux qui font vraiment main basse sur la fortune de ces pays. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans les fichiers auxquels on a eu accès avec effectivement 108 autres rédactions. C'est qu'on a une cartographie assez claire des circuits financiers offshore de certains très proches du président Denis Sassou Nguesso. Finalement, il y avait beaucoup de choses qu'on savait déjà, beaucoup de choses que les spécialistes, les experts, les ONG avaient déjà découvert. Là, ça apporte certaines preuves sur certains circuits financiers. Donc effectivement, on retrouve, outre le fils du président, qui est également donc Denis Christelle Sassou Nguesso, qui apparaît également, qui n'est pas seulement le fils du président, il est membre du bureau politique du PCT, le Parti congolais travailleurs, donc parti au pouvoir. Principal responsable du business pétrolier, quasiment. Il est directeur adjoint de la SNPC, c'est lui qui pilote la Coraf, qui est la seule raffinerie en fait du pays, et il est député d'Oyo, le fief familial. Dans le Nord. Voilà. Donc, effectivement, en fait, il y a eu un changement de génération en termes du trading, de par une pression, sans doute liée aux enquêtes dites des biens mal acquis en France. On a l'impression que le président et ses proches ont finalement délégué à une nouvelle génération de traders, assez jeunes, sortis parfois un peu de nulle part, faut dire ce qui est, qui tout d'un coup sont à la tête de sociétés de trading pétrolier établies soit à Kinshasa, c'est le cas de celle de Lucien Ebata, donc Lucien, qui sont tous des très proches de Kiki, de Denis Christelle Sassou Nguesso, ou alors à Genève, c'est le cas de ce Gabonais, Monsieur Amvandong, qui lui dirige une société de trading qui semble avoir une très bonne santé économique. Alors il y a Itoi également, du côté de l'Angola, il y a un ancien ministre du pétrole là aussi. Alors M. Itoi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il est ministre de la Recherche et des questions scientifiques, me semble-t-il. Mais M. Itoi est véritablement l'un des architectes en fait, qui a posé les bases de la structure et de l'organisation pétrolière au Congo-Brazzaville. C'est un très proche du président Denis Sassou Nguesso, et c'est lui qui est à la base de la SNPC, la Société nationale des pétroles congolais. Donc il connaît tout le système, et il a été visé par une série d'enquêtes, notamment aux États-Unis, où il a été inquiété avant que ces enquêtes soient finalement abandonnées. Mais voilà, tous ces gens-là, finalement, donc que ce soit M. Ebata, M. Amvandong ou M. Denis Christelle Sassou Nguesso, ont pour point commun d'être des clients de ce cabinet panaméen de sociétés de domiciliation offshore, Mossack Fonseca, et ils ont aussi pour commun d'être tous des très proches du président et d'être tous cités dans une série d'enquêtes internationales. Pareil pour la sœur de Joseph Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila, qui donc fait gérer une fortune offshore. On ne sait pas d'où vient l'argent, et beaucoup soupçonnent que cet argent, c'est moins d'écoles, c'est moins de santé, c'est moins de routes en RDC. Absolument, parce que vous savez, le groupe qui a été créé par la Commission économique africaine en 2014, qui a été mis sur pied pour traquer les flux financiers illicites et qui est présidé par l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, a pour mission justement de traquer ces flux illicites et avait en 2012 chiffré ces montants financiers à plus de 50 milliards de dollars. C'est 2 fois plus supérieur que la dette publique au développement. L'aide publique au développement, et c'est, comme vous le disiez, c'est autant d'infrastructures en moins et de développement pour ces pays. Alors le problème qui se pose, c'est de savoir comment rapatrier ces sommes, parce que si aujourd'hui en Europe, il existe des systèmes pour saisir ces sommes-là, les rapatrier et puis les reverser au sein de l'assiette fiscale, en Afrique, ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on attend toujours les résultats de ce groupe que préside Thabo Mbeki. Il n'a pas les moyens tant qu'il n'y a pas le concours des paradis fiscaux. Sabine ? Oui, je pense que ce qui est très intéressant aussi dans cette affaire, c'est que ça montre que l'Afrique n'a absolument pas le monopole de la corruption ou des malversations, etc. Certes, mais on a démissionné, on a vu un Premier ministre islandais démissionner, David Cameron est en difficulté au Royaume-Uni. En Afrique, en Algérie, on convoque l'ambassadeur de France parce que le journal Le Monde a fait des révélations. C'est scandaleux. Non, parce qu'il a publié une photo du président pour illustrer le papier, alors que le président... Pas bon, qu'importe. Non, mais je pense que ce qui est quand même intéressant, du point de vue sans doute africain, c'est qu'on voit pour une fois que le système mondial
est tordu quelque part. Et que c'est pas du tout... je veux dire, l'Afrique n'est pas une île séparée du reste du monde. Elle fait partie de ce monde et les principaux corrupteurs en Afrique peuvent être aussi des gens du Nord. Et on ne le dit pas assez, on ne dit jamais assez. Alors, une affaire, Johan Tilioun, hein, c'est donc une des ex-épouses de l'ancien président de Guinée-Conakry, Lansana Conté, qui a reçu en gros une poignée de dollars pour caricaturer sous forme de pot de vin, et ce qui a permis à un homme d'affaires franco-israélien, Benny Steinmetz, de faire main basse sur des gisements de fer valant plusieurs milliards de dollars. Et ce monsieur a voulu tenir tête au président Alpha Condé et même tenter de le faire chuter. Tout simplement parce que le nouveau président voulait dénoncer ce contrat. En fait, ce qu'on observe dans les Panama Papers auxquels on a eu accès, c'est qu'en 2006, donc Madame Mamadi Touré, qui est la 4e épouse de Lansana Conté, Ex-Miss Guinée. Ex-Miss Guinée, absolument. Rien que ça, oui. Absolument. Et aujourd'hui à Miami, en Floride. Il semble. Et en 2006, donc cette 4e épouse, qui a, je crois, de mémoire 24 ou 26 ans, en tout cas assez jeune, tout d'un coup, en 2006, elle apparaît dans les fichiers de Mossack Fonseca, détentrice d'une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques, donc à Tortola, un paradis fiscal. On s'aperçoit que derrière cette société, il y a quand même une ingénierie fiscale pour dissimuler son identité et qui est derrière cette société, assez sophistiquée. Bon, il semble que ce ne soit pas elle qui soit à l'origine de cette architecture financière et que cette même année, selon son témoignage qu'elle a donné aux enquêteurs américains, parce qu'il y a une enquête du FBI, des émissaires du groupe BSGR, Benny Steinmetz Group Resources, l'a approchée afin qu'elle joue l'intermédiaire avec son mari, le président Lansana Conté, pour mettre la main sur des blocs du gisement de fer de Simandou, qui est le plus grand gisement de fer inexploité au monde. Voilà. Alors, dans le scandale des Panama Papers, Denise, on découvre aussi donc le nom de Pape Mamadou Pouye, hein, un ami de haut vol, si j'ose dire, de Karim Wade, condamné dans le même procès. Compagnon d'infortune. Hein. Compagnon d'infortune, en tout cas de fortune peut-être volée pour enrichissement illicite. Voilà encore une autre affaire. On voit en France les avocats et les communicants de la famille Wade dénoncer une justice sénégalaise inique, etc., alors que voilà de nouvelles preuves qui attestent finalement de la prédation de ce régime. Oui, c'est vrai, mais comme je le disais tout à l'heure, que peuvent faire les États ? Que peut faire le Sénégal Des procès, mais on voit bien, regardez un peu le cas du Cameroun avec l'opération Épervier qui a été lancée il y a 6 ans. Quand on en fait le bilan aujourd'hui, c'est quoi ? Une dizaine d'hommes d'affaires en prison, mais ni les fonds ni leurs biens ne sont revenus au pays. Donc on voit bien que l'Afrique n'a pas de marge de manœuvre très grande dans ce dossier-là. On a vu cette semaine, suite aux Panama Papers, tout de même une réaction de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Zuma, qui a réagi et qui a dit qu'elle allait se pencher et véritablement essayer de mettre ce dossier-là sur le devant de la scène. Mais elle part, visiblement. Oui, mais elle ferait mieux de gérer le dossier de son ex-mari. Absolument. Voilà. Attendons de voir, justement, parce que dans ces Panama Papers, il y a le neveu de Jacob Zuma et Sabine, un oncle plutôt indigne. Venons-en à notre troisième sujet, puisque l'affaire Zuma, qui n'est pas très éloignée des Panama Papers, le président sud-africain a été reconnu coupable donc d'avoir violé la Constitution en puisant quelques 15 millions d'euros dans les deniers publics pour financer son train de vie. Mais le bonhomme a fait son mea culpa, mais refuse de démissionner. C'est fantastique. Ça témoigne bien de la culture d'impunité qui s'est installée en Afrique du Sud, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, qui est là depuis que l'ANC est au pouvoir. Zuma, le problème de Zuma, c'est qu'il va sans doute être destitué, non pas par les députés au Parlement, puisqu'ils sont massivement derrière lui. L'ANC reste une machine politique, une sorte de rouleau compresseur en Afrique du Sud. Ce qui n'empêche pas les luttes internes au sein de l'ANC d'être vraiment violentes. Et je pense que Zuma n'a aucune chance de passer le cap de décembre 2017, le prochain congrès de l'ANC. Et c'est pour ça que Nkosazana se positionne. Par contre, Nkosazana n'a pas non plus beaucoup de chance,
parce qu'elle n'est pas aimée en Afrique du Sud, elle n'est pas charismatique et elle a un mauvais caractère, tout le monde le sait. Et en plus, les Sud-Africains ne se sont pas battus toute leur vie pendant plusieurs générations pour avoir des successions dynastiques comme dans les autres pays d'Afrique, après 20 ans de liberté. Et la principale cause du positionnement de Nkosazana Zuma pour succéder à son ex-mari, ce serait d'empêcher la justice sud-africaine d'enquêter sur les très nombreuses casseroles de son régime. Donc ça se présente mal. Voilà. Mais cela dit, cette semaine, il y a une motion de censure qui avait été déposée, qui a été examinée, débattue au Parlement du Cap. Finalement, l'ANC a gardé son appui. Les parlementaires de l'ANC ont gardé leur appui à l'ANC est majoritaire au Parlement. Donc l'ANC ne désavoue pas Zuma, malgré ses turpitudes. Mais ce qui est à mettre quand même au crédit de la démocratie sud-africaine, c'est qu'il y ait une institution qui fasse contre-pouvoir, qui a permis de mettre à jour ce scandale de Jacob Zuma et qui, malgré les mois qu'il a mis à avouer et à reconnaître que c'était justement pour son confort personnel et non pour assurer la sécurité de sa concession, oui, il a fini par reconnaître que cet argent, qu'il avait pris cet argent, oui. ça représente quand même 15 millions d'euros. Donc ça, c'est quand même à mettre au crédit de la démocratie sud-africaine, qu'il y ait des institutions... Et d'une femme qui a eu des institutions qui sont de véritables contre-pouvoirs. La femme étant la présidente du Conseil constitutionnel. Non, Thuli Madonsela, la médiatrice de la République, qui a fait toutes les enquêtes, qui a résisté aux pressions, qui a une voix très douce. Quand elle parle avec une voix vraiment très douce et elle dit ces 4 vérités à l'exécutif sud-africain. Elle a tenu tête. Elle a tenu tête avec sa petite voix et franchement, c'est un exemple, même pas africain, mais international. Mais Johan, par exemple, à propos des Panama Papers, il n'y a pas d'enquête en vue au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, en Angola, etc. Peut-être que le Sénégal va s'intéresser au dossier. Pas pour le moment, mais rappelez-vous, en janvier 2014, Lamido Sanusi Lamido était à l'époque gouverneur de la Banque centrale Nigeria. Il avait quand même révélé un trou de $20 milliards dans les caisses du pétrole. À cette époque-là, il a été renvoyé par Goodluck Jonathan. Donc, effectivement... Aujourd'hui, il est gouverneur. Et aujourd'hui, il est émir de Kano. Voilà. Mais effectivement, donc... Ça bouge petit à petit, on se rend compte qu'il y a tout de même des volontés, des avancées de la part d'États qui souhaitent faire, entre guillemets, le ménage sur ces sociétés offshore et surtout pouvoir apporter plus de services à leur peuple, à leur jeunesse et à leurs citoyens. Mais il faudrait que les fonds soient rapatriés. Ils ne le sont malheureusement pas. Exactement. Ils ne le sont malheureusement pas. Déjà, si l'hémorragie pouvait cesser quelque part, ce serait bien. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience dans les élites africaines responsables, de plus en plus responsables, puisque l'Afrique va droit dans le mur si on continue comme ça. Il y a une génération montante, il y a une transition démographique en cours, et dans 20 ans, ce sera juste un chaos insurmontable si rien n'est fait maintenant. Donc les gens sont au courant de ça. Et si on arrête l'hémorragie petit à petit, là, dans les 5 années qui viennent, les 10 années qui viennent, ce sera déjà une énorme chose. Non, mais c'est ce que fait justement la Commission économique pour l'Afrique. Oui, elle a mis ça en place, la traque des flux illicites, mais... Elle n'a pas les moyens. Est-ce que l'hémorragie cesse pour autant? Je ne suis pas sûre. Voilà, un exemple, Johan. Il y a une volonté. Si je peux me permettre, excusez-moi, mais ça s'accompagne également d'un développement du secteur financier, d'un assainissement en tout cas, et d'un développement du secteur financier. Aujourd'hui, tout n'est pas illégal dans le offshore. Bien sûr. Et si moi je fais des affaires, ou si on fait des affaires dans des pays, on peut être tenté de mettre nos finances à l'étranger. Oui, mais il faut rappeler à Hassan Diop qu'il faut rappeler aussi que si l'essentiel des fortunes est construit en Afrique, c'est bien à cause de l'instabilité de ces pays-là qui préfèrent mettre leur fortune à l'abri à l'étranger. Donc c'est lié dans un ensemble politique également. C'est lié. Alors une dernière précision, par exemple, peut-être trouver là un moyen de ramener un peu d'argent. On voit l'Angola, un pays pétrolier. Il y a la chute des cours du pétrole, Johan. L'Angola qui demande l'aide du FMI. Alors pourquoi le FMI ne mettrait pas son nez dans la fortune d'Isabel dos Santos ? C'est quelque chose qui serait effectivement intéressant à observer. Et, je pense que pour nous, en tant que journalistes... Question à Madame Christine Lagarde. Et effectivement, c'est aussi le moyen de mettre au pied du mur des institutions internationales. Je veux dire, on peut aussi, bien sûr, dans nos enquêtes, on pointe les responsables. Mais les responsables, c'est pas que sur le continent. Les responsables, c'est également les grandes institutions internationales qui ont le pouvoir, le bargain pouvoir
de mettre des conditions. À bon entendeur, salut. Oui, Sabine, cette proposition. Pour revenir sur Isabel dos Santos, je ne pense pas que ce soit la fortune la plus pourrie d'Afrique. Ah bon? Excusez-moi, non. Ah oui. Elle utilise le carnet d'adresse de son père, mais elle fait des affaires. Mais elle a des milliards quand même. D'où viennent ces milliards? Mais elle fait des affaires. Elle rachète le Portugal, elle a le droit, non? Non, mais elle a le droit. non, mais juste la traçabilité. Bon. Oui, mais bon, on pourrait parler de ces fortunes africaines beaucoup moins connues, beaucoup moins médiatiques et qui sont néanmoins beaucoup plus pourries. Voilà, eh bien, c'est la fin de cette émission qui aurait pu continuer. Merci Sabine Sessou, merci Joanne Tillioun, et à vous, Denise Epoté, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.